Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne. On est ravis de vous retrouver avec nous aujourd'hui. Plusieurs invités. Monique Dubay, bonjour. Vous êtes chef du service de la culture depuis 28 ans et vous avez annoncé quitter votre poste. On en parlera, on reviendra sur ce service de la culture qui n'a d'ailleurs connu que vous. On peut le dire en tant que chef et ça, c'est pas rien. Ensuite, en sport, on donnera la parole à Daniel Blas. Bonjour. Daniel, on est ravis de vous avoir. Nouvelle saison pour le HC Nyon et puis les 50 ans qui arrivent tout prochainement. Il paraît qu'il y a une liste longue. Comment ? Montrez-moi la feuille qu'on puisse voir. Non mais c'est très long, il y a 3 pages. 3 pages. 3 pages d'événements pour les 50 ans. Sur vous. Ouais, on sera là et en tout cas on se réjouit de parler déjà de cet anniversaire en votre compagnie. On terminera avec vous, les Mermillot. Bonjour. Vous êtes co-organisatrice et cofondatrice d'Osmosis. Vous savez, ces concerts qui sont aujourd'hui offerts aux Nyonnais et à tout le district en plein air. On en parlera avec vous puisque toujours plus de concerts pour cette édition, c'est ça ? Exactement. 3 concerts cette année. 3 concerts cette année, rien que ça. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Chouchou, Andrea, regarde, je suis à Givrin, dans l'atelier de l'association Nyon-Saint-Cergue-Rétro. Alors peut-être que tu reconnais un petit peu les lieux. J'étais là-bas il y a 1 an, à l'occasion de leurs portes ouvertes. C'est aussi le cas cette année. Les portes ouvertes le 2 septembre, ici, pour voir justement comment est-ce qu'ils rénovent ces vieux trains, ces vieux wagons, ici, cette belle automotrice toute rouge, dans l'espoir de les remettre sur les rails du Nyon-Saint-Cergue, justement, pour les faire circuler. Des passionnés qu'on va rencontrer à nouveau ici pour faire un peu l'état des lieux des travaux, qu'est-ce qui a évolué pendant 1 an et puis surtout quand est-ce qu'on pourra peut-être circuler dans ces vieux trains tout rénovés. À tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. Place à l'actualité en votre compagnie, Monique Dubay. Bonjour. Bonjour. De vous avoir, vous avez annoncé quitter le service de la culture après 28 ans de service. Vous quitterez votre poste le 28 février prochain. Comment vous vous sentez après cette annonce ? J'ai envoyé ma lettre de démission parce que c'est comme ça qu'on doit faire. On envoie une lettre de démission le jour de la grève des femmes, le 14 juin. C'était un petit geste symbolique. Et après ça, j'ai passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel émotionnel. Mais maintenant, je vais bien. Je suis sereine et j'ai encore 6 mois de travail au service de la culture et je m'en réjouis. Et je me réjouis aussi de ce qui m'attend après, une fois que j'aurai quitté. Une lettre envoyée le jour de la grève des femmes, 14 juin. Pourquoi ce symbole-là, Monique Dubay ? Parce que je suis une femme et parce que j'ai été la première femme chef de service à la ville de Nyon. À ce moment-là, il n'y avait aucune femme chef de service et il n'y avait aucune femme municipale. Donc en fait, c'est un petit souvenir. Le fait de l'avoir fait ce jour-là, c'est pour bien se remémorer que c'était pour moi, juste pour moi. Personne, je ne l'ai pas signalé à la municipalité ou quoi que ce soit. C'était juste un petit souvenir pour moi des conditions dans lesquelles j'ai commencé mon travail à la ville de Nyon en tant que chef de service femme, la première. Ouais, alors j'apprends à l'instant que vous avez envoyé cette lettre le jour de la grève des femmes, mais justement je voulais y revenir parce que c'est vrai, lors de votre discours qui a été notamment prononcé la soirée des acteurs culturels, vous avez justement fait mention que vous étiez cette première femme arrivée au sein d'un service, qu'il n'y avait même jamais eu de femme au sein de l'exécutif. J'étais surprise de voir cette sensibilité-là. Quel est le message qui se cache derrière ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être même au sein des ressources humaines au sein de la ville de Nyon, les femmes ne sont pas assez mises en avant. Est-ce que c'est ça le message qu'on peut comprendre derrière ? Non, aujourd'hui les femmes sont bien mises en avant. Ce que je souhaite, c'est que le successeur soit une successeur. Ça, c'est mon souhait. Après, évidemment, j'ai aucune prise sur qui sera engagé, mais voilà, j'ai une petite fibre féministe et puis je pense que ça serait bien qu'on ait une femme chef de service à la suite, parce que aussi au sein du collège des chefs de service de la ville de Nyon, il y a quand même une majorité nette de messieurs par rapport aux femmes chefs de service, donc voilà. Ouais, mais par rapport justement à ces questions peut-être féministes, on en a souvent dit que le service de la culture, c'était un service qui était plus sensible et favorisé pour les femmes parce que c'était un service qui était moins important. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Déjà, je ne suis pas d'accord avec l'idée que ce soit un service moins important. Il est tout aussi important que les autres services. Il apporte des prestations publiques pour le public, la population de Nyon et région.
Et non, ce n'est pas un service moins important. Il est vrai que pour une partie des métiers qui sont exercés au sein du service de la culture, notamment pour les bibliothèques, c'est souvent plutôt des bibliothécaires femmes, en tout cas dans l'équipe actuelle chez nous. On a quelques messieurs, mais passablement de femmes. Dans les musées aussi, on a passablement de femmes actuellement. Oui, on va revenir sur votre parcours. Vous êtes engagé en 1995 en tant que chef de service. Ce service est alors rebaptisé Service de la culture sous votre impulsion. J'aimerais savoir, Monique Dubé, dans quel contexte est né ce service-là en 1995 ? Le service existait déjà. Et mon prédécesseur s'appelait Roland Labarthe et le service s'appelait le service des musées et des affaires culturelles. Et si j'ai souhaité pouvoir le rebaptiser, c'est parce que justement, il n'était pas exhaustif dans le sens que la bibliothèque n'était pas mentionnée. Et si on prenait les affaires culturelles non plus, enfin si, service des musées et des affaires culturelles, mais pas la bibliothèque. Et je trouvais que service de la culture, ça chapeautait bien le tout. Donc il y avait un service de la culture. Mais il fallait en faire quelque chose de plus grand, hein. C'est chose qui a été faite parce que si on reprend justement l'histoire, à l'époque il y avait seulement 7 collaborateurs, il y avait ces 3 musées qui étaient chapeautés justement, 3 institutions. Aujourd'hui, en 2022 par exemple, le budget du service de la culture c'est plus de 7 millions et environ 45 collaborateurs. Qu'est-ce qui a le plus changé au fur et à mesure plutôt de vos 28 ans de service ? Quand j'ai repris le service, en fait, la première chose que par exemple, les conservateurs et conservatrices des musées m'ont montré les outils qu'ils avaient à disposition pour gérer ces institutions. Et c'était flagrant que les moyens élémentaires dont doivent disposer des musées en tant qu'institution qui se développent n'existaient pas. Donc la première chose que j'ai eu à cœur de faire, c'est de donner des outils aux musées et à la bibliothèque aussi. Notamment, par exemple, en informatisant les inventaires des objets des collections, informatisant le catalogue de la bibliothèque. Et puis, au niveau des réserves des musées, il y avait un tout vieux dépôt qui prenait l'eau, où on pouvait voir la queue d'un rat se glisser entre les rangées d'objets. Et donc, ce que j'ai pu obtenir, aussi grâce à M. Schmutz, qui était alors le municipal de la culture, c'est de construire un dépôt des biens culturels à Chamcolin. Et depuis, il a pu être agrandi et on l'a rebaptisé le centre des collections parce que justement, maintenant, on a des gens qui peuvent y travailler, qui travaillent sur les collections, qui viennent faire des études sur les objets des musées. Donc vraiment, la première chose que j'ai eu à cœur de faire et que j'ai accompagnée pendant toutes ces années, c'est la professionnalisation de ces institutions jusqu'à arriver à la médiation culturelle pour offrir des prestations, des animations au public. Ouais, il y a une année qui est particulièrement importante, c'est 2015. À ce moment-là, le service de la culture fête ses 20 ans. Une année importante également puisqu'il y a les 20 ans de l'usine à gaz, les 61 du musée du Léman, plusieurs institutions aussi que vous avez vues évoluer. J'aimerais savoir quel est le projet que vous avez aimé le plus voir aboutir ? Oh là là, me faire choisir, c'est difficile. Mais disons que le premier dossier d'envergure que j'ai suivi, accompagné, ça a été la restauration du château et le déploiement à l'époque il s'appelait comme ça, Musée historique et des porcelaines, qui occupait 2 étages, le rez et le premier, sur les 6 niveaux du château. Et ça a été une magnifique aventure où j'ai pu connaître plein de corps de métier avec des experts dans toutes sortes de domaines et j'ai énormément appris. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est d'organiser la fête de réouverture du château de Nyon en 2006, où j'ai sollicité des associations culturelles pour participer à cette fête d'ouverture et le résultat a été vraiment très beau. On avait un funambule qui a traversé la place du château en sortant d'une des fenêtres du château et en marchant sur un fil jusqu'à un marronnier de la place du château.
Et puis on a eu des visites faites par les Top Modestes, qui sont une association, une troupe amateur qui était dirigée par Ariane Karcher. Qui a cofondé et co-créé le phare aussi. Voilà. Est-ce que votre plus grand regret, permettez-moi de le soulever, c'est finalement l'amphithéâtre qui n'a pas vu le jour jusqu'ici? Oui et non. Disons que l'amphithéâtre, ça a été un dossier très complexe. Et à l'époque, j'ai été chargée, mon service a été chargé avec le service des travaux et voiries à l'époque, comme il s'appelait, d'organiser un concours d'architecture à 2 niveaux. Et j'ai eu la chance que l'architecte cantonal, M. Éric Perrette, et puis un architecte de la place de Lausanne, Fonzo Boschetti, participent à cela. Et effectivement, on a eu un projet lauréat et après, à cause d'un imbroglio juridico-urbanistique qui a duré des années et qui a fait que les services de la ville ont énormément travaillé, le projet s'est un peu enlisé. Mais ma satisfaction, c'est qu'en 2020, je crois, la municipalité a demandé au service de la culture d'imaginer une démarche qui permette de remettre l'amphithéâtre à l'avant de la scène des projets culturels. Et nous avons développé une démarche participative et fédérative en 2 temps. Une fois avec Typical Office qui a imaginé ces lunettes qui permettaient de visiter l'amphithéâtre et de voir 3 états de l'amphithéâtre. Et ça pour redonner la place aussi aux citoyens. Et on sait qu'actuellement, un groupe de travail est justement actif. On pourrait voir un Jules III arriver et on sait que des nouvelles vont arriver justement prochainement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, Monique Dubay. On a parlé de ces 28 ans de carrière et puis plusieurs exécutifs finalement avec lesquels vous avez dû travailler. Si on compte rapidement, ça fait peut-être 5 exécutifs différents. Je ne sais pas si vous les avez comptés, si vous les avez en tête, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez senti une différence, que ce soit finalement une municipalité de droite ou de gauche? Est-ce qu'il y a eu une politique différente selon l'exécutif qui était en place? J'ai le sentiment et que même avant que j'arrive, la culture a toujours été une préoccupation de l'exécutif de la ville de Nyon. Il y a toujours eu au sein de l'exécutif quelqu'un pour défendre la culture. Et ça a commencé par des personnes qui ne sont plus là, comme Armand Forel ou Bernard Glaçon. Quand j'ai commencé, c'était Alain Valéry Poitry. Enfin, vraiment... Qu'est-ce qui fait qu'on dit souvent Nyon, ville de festival, mais qu'est-ce qui fait que Nyon soit une ville de culture? Qu'est-ce qui en fait son identité selon vous? C'est qu'on a un terreau culturel très dynamique, très varié, très, très dense. Et on a des associations, on a des artistes, on a une vie culturelle très, très dense et variée. Et puis, c'est allié avec une municipalité qui a à cœur de défendre cette vie culturelle, alliée à un service de la culture qui est né très tôt par rapport à d'autres villes de l'importance de Nyon en termes de taille, ça a fait qu'il y a eu une très belle dynamique à Nyon pour développer la culture. On vous a souvent jugée très discrète, Monique Dubay, peut-être voire un peu effacée par ces acteurs justement de la scène artistique locale. Aujourd'hui, vous répondez quoi? Je me suis mise au service des gens, je n'avais pas pour mission de me mettre en avant. Et la qualité que je pense être ma première qualité, c'est l'écoute. Et c'est ça qui en fait a permis que je puisse relayer à travers cette écoute ensuite au niveau de mon municipal, de la municipalité, les besoins des acteurs. C'est des qualités qu'il faudra justement pour le prochain, le successeur, la successeur, comme vous voulez? Il y aura d'autres qualités, ça ne sera pas nécessairement celle-là. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, un changement implique d'autres qualités, d'autres visions. Et celle que j'ai eue, c'est celle-là, notamment. Et la personne qui me succédera aura d'autres qualités. Je suis sûre que ça ira très bien aussi comme ça. Le poste sera ouvert à partir du 31 août. Est-ce que vous ferez partie justement du processus de recrutement, Monique Dubay? Pas du tout, non, pas du tout.
D'accord, très bien. En tout cas, on était ravis de vous avoir. Et puis, quelque chose me dit qu'on vous verra encore assister peut-être aux représentations, au spectacle dans la région. C'est sûr. Monique Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi. Donc, chouchou, comme on dit, du côté du Petit Train Rouge. Oui, et je te présente Pierre Gontier. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes le vice-président de cette association Nyon Saint-Cergue-Rétro. On salue Denis Sipel, le président qui devait être avec nous mais qui a eu un contretemps. Alors c'est vous qui allez me parler justement de ces fameux trains rouges que vous rénovez avec cette association qui ouvre ses portes de son atelier à Givrin le 2 septembre. Alors ce qu'on voit derrière vous, Pierre, c'est ce wagon qu'on avait vu ensemble il y a de ça une année. J'étais venu voir ce wagon qui venait d'arriver. Alors déjà, rappelez-nous, il a quel âge ce wagon? Il est de quelle année? Alors, cette année, il est en gros dans les années 20. Années 20. Alors, il venait d'arriver et là, en un an, qu'est-ce que vous avez été capable de faire sur ce wagon? Alors, ce que nous avons fait, nous avons commencé à démonter les sièges qu'il faut complètement retaper, qu'il faut revernir. Et nous avons aussi commencé à démonter les bogies. Vous voyez ici le premier bogie dans l'état où il est arrivé. Ah, voilà. Alors ça c'est le bogie quand il arrive ici. Donc c'est tout rouillé et puis c'est pas fonctionnel. Mais franchement, quand on voit ça, Pierre, on se dit mais impossible de faire marcher ça. Exactement. Impossible de rénover. Oui, c'est bloqué. Alors, nous avons déjà commencé à démonter et à faire ressembler tout le bogie. Donc, et voilà, quand il sera terminé, il sera de cette couleur-là. Et encore toutes les pièces à remonter. C'est un véritable puzzle. Bah oui. Et puis alors, on repeint, on sable, mais comment est-ce qu'on passe de l'original qu'on a vu avant à ce résultat-là? C'est combien d'heures de travail pour remettre à neuf un bogie d'un train qui a plus d'une centaine d'années? Alors, c'est très difficile à dire. Les pièces sont envoyées à une entreprise qui nous fait le sablage et repeinte. Puis après, pour les remonter, il y a plusieurs étapes. Je ne peux pas vous dire un nombre d'heures, mais en tout, j'irai par bogie. Ça prend du temps. Ça, déjà, c'est ce qu'on peut dire. J'irai 3-6 mois. Oui. Ça dépend de nos disponibilités. Et de la passion que vous y mettez justement dans ces trains rouges. Alors Pierre, on va aller voir justement l'autre bogie. Alors c'est principalement ça qui a changé en un an, c'est ce travail des bogies qui est long, effectivement. Mais on peut rappeler quand même, Pierre, que le but de rénover ces trains, certes, vous êtes des passionnés des trains et de Nyon Saint-Cergue, mais c'est aussi de les faire marcher et de les remettre sur rail. Alors on en avait parlé il y a un an, il y avait des négociations, et alors aujourd'hui, où ça en est? Alors, nous sommes en très bon contact avec la direction de Nyon Saint-Cergue, qui, lui, est venu nous trouver, a vu ce qu'on fait. Donc, Monsieur Laurent, qui est arrivé cette année. Voilà, Monsieur Laurent a été enthousiasmé du travail que nous avons fait. Alors, ça nous fait plaisir, parce qu'effectivement, le but, c'est de pouvoir monter sur la ligne. Ouais, vous m'avez dit hors caméra qu'il était même impressionné par votre travail, parce qu'effectivement, de voir des passionnés comme vous qui se donnent comme ça à rénover des trains, c'est pas commun. Mais c'est pas commun, nous avait dit, mais vous êtes un peu fou. Voilà. Alors justement, si on veut voir votre folie, c'est ce samedi, là, le 2 septembre, les portes ouvertes. Alors pour voir cette belle automotrice, voilà, qui a été rénovée de l'intérieur, qu'on avait vu ensemble l'année passée, et puis constater surtout tout ce qui a été fait là sur ces bogies. On va se quitter là-dessus, Pierre, parce que je crois qu'il y a un système de freinage pour être remis aux normes. Enfin, c'est un travail de titan là aussi. On a installé les freins d'urgence et se mettre aux normes. Donc, il a fallu complètement adapter le système de freins et les reconstruire. Donc, maintenant, nous avons une bougie qui est terminée et nous allons passer au deuxième. Donc, on va inverser les deux bougies. Ah, voilà, le deuxième qui est là-dessous. Voilà, Andrea. C'est sur la machine. Voilà, le premier est prêt. Maintenant, le deuxième. Bon, en gros, Pierre, quand est-ce qu'on peut imaginer voir cette automotrice sur les rails là? Est-ce qu'on peut donner à peu près une date? Alors, oui, fin d'année. Ah, fin d'année. Voilà, c'est bientôt prêt, quoi. C'est bientôt. Très bien. Voilà, Andrea, chouchou. Tu l'as bien aimé cette expression aujourd'hui, Alexandre. Tiens, allez, bon voyage à toi et puis reviens-nous en pleine forme. Allez, à plus.
Daniel Blas, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le président du HC Nyon, on l'a dit tout à l'heure, le HC Nyon qui a repris donc le chemin des glaces et se prépare pour sa nouvelle saison qui promet d'être festive, on l'a dit, avec 50 ans du club pour 2024. Il y aura beaucoup de gâteaux et de bougies, Daniel. Pas seulement des gâteaux et des bougies, mais on a prévu beaucoup d'événements. Je ne vais pas tout vous donner aujourd'hui parce que même mes membres, ils ne sont pas encore au courant. Donc on va présenter ça à l'Assemblée Générale. Mais on a vraiment envie de faire une année festive, pas juste un événement, un petit gâteau, une bougie, c'est fini. On a envie de faire plein d'événements et on compte sur vous sur un des événements. On aimerait faire jouer au hockey les personnalités de la région et je me réjouis de vous voir en équipement sur la glace. Je suis déjà si fébrile, je m'imagine. Alexandre et moi sur cette glace, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je crois qu'on n'est pas prêt encore pour l'instant. Ça fait des années qu'on en parle. Ouais, on va faire pas mal d'événements pour les jeunes et pour les membres, pour partager avec la population de Nyon, avec la petite patinoire de Nyon de Rive. On a envie vraiment de faire une année spéciale pour tout le monde. Donc, on imagine, une année festive. En tout cas, on va y revenir d'ici quelques instants, Daniel, mais j'aimerais savoir ce retour de la glace, comment il s'est passé pour vous? Parce que les entraînements ont repris. La semaine dernière, vous êtes sortis victorieux d'un match amical face à Saint-Gervais, donc on a l'impression que tout démarre plutôt bien. On commence gentiment. C'était la première glace après 5 mois, donc c'était pas facile de se remettre en route. On a réussi à avoir une glace, on a été invité par nos amis de Saint-Gervais, donc on est monté. C'était un petit peu fou parce qu'on est dans la voiture, il faisait 43 degrés, on s'est retrouvé à Saint-Gervais pour faire un match de hockey et finalement ça s'est très bien passé. Surtout une magnifique émulation de se retrouver tous ensemble pour enfin partager le plaisir du hockey. Donc on démarre gentiment les entraînements à partir de dimanche et tout le courant septembre. Ouais, niveau glace justement, comment vous organisez aujourd'hui? Parce qu'il y a Morges, la Vallée de Joux, évidemment la Vaudoise. Sur quelle patinoire est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez ça reste une incertitude. Comme vous le savez, à Morges, ce n'est pas encore défini à quel moment la patinoire va ouvrir. Donc on attend les news de la commune de Morges. La Vallée va nous accueillir un petit peu plus. La Vaudoise a un peu moins de place pour nous. Donc hélas, la Vaudoise pour cette année, peu de glace pour le HC Nyon. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura de la glace pour tout le monde, pour toutes nos équipes. On va devoir un petit peu voyager par Mont et par Vaud. Ouais, avec le même nombre d'effectifs ou est-ce que justement ça a un petit peu changé et plus de membres peut-être même? On garde à peu près les effectifs stables, nos équipes font le plein. Nous allons un message pour les parents, l'ouverture de l'inscription pour l'école de hockey et de patinage, première semaine de septembre. On est en train de faire un nouveau site internet pour faciliter l'accès et les inscriptions et les informations. Et normalement, on fait le plein assez rapidement, donc tardez pas à vous inscrire dès que c'est ouvert. Ouais, la compétition, elle reprend en octobre. Quels vont être les objectifs pour cette saison? Honnêtement, comme on en a parlé plein de fois, on est la seule équipe un petit peu orpheline de patinoire, donc il faut être une certaine humilité. L'objectif fixé pour la première équipe, en tout cas, c'est de gagner au moins la moitié des matchs, d'être dans le top 5 du championnat, faire un joli play-off. Et pour la deuxième, un petit clin d'œil pour la deuxième, qui a fini sur la deuxième marche du podium cette année, c'est le titre. Donc message pour eux, cette année, il faut qu'ils nous ramènent le titre de la Ligue lausannoise. En tout cas, ce qu'on voit avec votre club, c'est que vous avez toujours la volonté de rallier les troupes, d'avoir finalement un esprit qui soit là presque familial. Et pour preuve, on a une petite image de cet été où on vous a vu sur le lac ramer tous ensemble. C'est quoi cette image, Daniel ? En fait, une partie de... Merci d'avoir partagé ça. Une partie de l'équipe fait partie aussi de l'association du sauvetage de Nyon. Et ça fait des années qu'ils m'ont demandé de venir. Et cette année, j'ai goûté à ce plaisir-là. Et là, c'était le marathon entre Lugrin et Villette. Fantastique préparation. Et en plus, vous êtes magnifiquement sortis. Vous aurez pu ramer avec nous. Donc, honnêtement, c'était une découverte cet été pour moi. Il y a une partie de l'équipe 1. Il y a aussi des garçons de l'équipe, de la 3e équipe, dont le président de l'association que je salue. Et voilà, c'est... une nouvelle activité, bonne préparation pour le hockey. C'est vrai ? Ah oui, incroyable. Pourquoi ? Est-ce que justement on pourrait s'entraîner du hockey dans d'autres manières ? Parce que non, là, pas avec de la glace, mais est-ce que très franchement, ça peut être un bon entraînement ? Physiquement, esprit d'équipe, regardez, on rame tous ensemble comme sur la glace, c'est top là. Et on a vraiment, c'est l'effort physique, le cardio. Après, honnêtement, quand vous remettez les patins, ça n'a rien à voir. Mais au niveau cardio, côté physique, musculation, c'est vraiment... La petite chanson qu'elle a avec, Daniel, c'était quoi ? Là, la chanson. Ouais, j'imagine qu'il y a une chanson qui motive les troupes. Non, il n'y en avait pas une. C'est juste le barreur qui donne le rythme. D'accord. Bon, non. On s'entraînera en tout cas pour les 50 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toute une liste. On a montré cette feuille. Est-ce qu'il y a déjà 2-3 petites dates, événements clés qu'on peut justement citer ici aujourd'hui ? J'aimerais bien vous donner des dates précises, mais je pense qu'il faudra qu'on se revoie. On est en train de fixer là, avec nos amis de patineur.ch les dates précises. Ça va être tout au long de la saison. Je vous informerai à quel moment il va falloir vous préparer à mettre les patins. Mais je pense entre novembre et décembre, on aura 1 ou 2 événements. Et janvier-février, un autre événement également. Ouais, mais 50 ans, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Honnêtement, moi, je suis un héritier des fondateurs et des comités précédents. C'est un privilège de pouvoir fêter ces 50 ans. On va vraiment rallier beaucoup de monde. Et franchement, c'est fantastique d'avoir un club sans glace, qui perdure, qui
comme vous l'avez dit, qui regroupe beaucoup de gens, les jeunes, les anciens, les nouveaux joueurs. Donc vraiment un vrai plaisir à partager. C'est vraiment ça l'objectif. Vous voyez, encore une fois, vous voyez toutes ces sourires, c'est le plaisir de se retrouver ensemble sur la patinoire. Victoire ou pas victoire, là il y avait la victoire, c'est un bonus. Encore une fois, vous êtes On préfère hein, quand on gagne quand même, il faut le dire. Encore, vous avez bien vraiment choisi la bonne couleur pour cette interview, merci beaucoup. C'était pas fait exprès, mais allez, peut-être que je serai votre mascotte pour le prochain match, et ça c'est pour moi, c'est cadeau. Daniel Blas, président du HC Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, excellente journée à vous. Un vrai plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Place à la culture et à Osmosis. On en parle avec vous, Lise Marmiot. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes co-organisatrice, cofondatrice même de l'événement. On va y revenir. Prochaine date, ce samedi 2 septembre avec Leo Sun. Musique, déjà, je vous propose pour qu'on puisse rentrer dans l'ambiance. I step back and still you're pushing hard. On edge, I'm not good with pressure. I need a place to call home. Forget the weight on my shoulders. Get on the brightest skies. You still make me melt down like a wildfire. Alors imaginez-vous la musique, un coucher du soleil, tout ça c'est aux fruitières de Nyon, Leo Sun ce samedi 2 septembre. Lise, le concept d'Osmosis, rappelez-le nous déjà en quelques mots. En quelques mots, déjà merci de m'accueillir, merci beaucoup. On est une toute petite équipe de mélomanes, de passionnés de musique qui avons créé cette association qui s'appelle donc Osmosis en 2021 et qui a pour mission d'organiser des concerts intimistes au lever ou au coucher du soleil dans des endroits emblématiques de cette belle région Nyon. Ouais, alors vous-même, vous avez fait partie de plusieurs festivals de la région, Caribana, les Hivernales pour ne citer que. Mais pourquoi avoir voulu finalement créer cette association et en faire quelque chose de manière totalement indépendante avec quelqu'un qu'on connaît bien aussi, Christophe Bob ? Oui, exactement. Jean-Christophe Biob, qui est un acteur bien connu de la scène musicale dans la région. Tout simplement parce que l'idée est venue pendant la période du Covid où forcément beaucoup d'événements ont été annulés, ont été restreints dans les capacités de rassemblement et où il y avait une place finalement pour des événements comme ça qui rassemblent un public intimiste dans des lieux qui sont un petit peu excentrés de ce côté urbain. Effectivement, Nyon, ville de festival, il y a énormément d'événements, de festivals un petit peu moins excentrés dans des endroits justement emblématiques, en montagne et autres. Et on est tous des amoureux de la région, de la nature, des randonneurs. Et il y a aussi beaucoup de fois où on s'est dit, tiens, ce lieu, il est juste magique et un concert ici se prêterait vraiment très, très bien. Ouais, aujourd'hui, vous êtes 3, je crois, au sein du comité d'organisation. Et puis des bénévoles qui se sont aussi rajoutés à vos événements. 3 dates par année. C'était important justement de créer peut-être une cadence qui soit plus importante. Bon, ça suffit pas. Quand on aime, on ne compte pas, c'est vrai. Mais le fait d'avoir des événements qui soient là de plus en plus nombreux, j'imagine que ça permettait d'avoir aussi une répétition pour les gens qui s'identifient à Osmosis. Exactement. Comme je le disais, une toute petite équipe de bénévoles, donc c'est vrai que c'est pas non plus toujours évident de trouver beaucoup de temps pour l'organisation de ces événements. On a commencé avec un deuxième qui a été malheureusement annulé la deuxième année avec Leo Sun. Donc on est tout particulièrement ravis de le retrouver cette année. On croise les doigts pour que la météo reste sereine. Effectivement, cette année, on a organisé 3 événements. Le premier a déjà eu lieu en plein hiver, en extérieur, avec 2 artistes qui ont eu beaucoup de courage de jouer en extérieur, qu'on remercie d'ailleurs. Ce deuxième événement avec Leo Sun et puis un 3e événement, petit teasing en novembre qu'on annoncera tout bientôt. On a vu, il y a eu effectivement cette période Covid, des gens qui ont quitté les salles de spectacle. Ensuite, il y a eu ce regain aussi, cet élan. On voit les festivals n'ont jamais aussi bien marché que cette édition, avec des cachets de plus en plus importants aussi pour les artistes. Enfin, il y a tout cet univers musical qui a beaucoup évolué, mais c'est un sacré défi pour vous, parce que Nyon, ville de festival, il y a plein de propositions. Pourquoi rajouter quelque chose du côté musique ? Comment vous vouliez vous différencier ?
Encore une fois, je pense que l'offre qu'on propose, déjà, c'est des concerts qui sont gratuits grâce au soutien de partenaires privés, des institutions, de la ville de Nyon notamment, la loterie romande aussi, et de la région. Donc c'est vrai que il y a peut-être moins d'événements qui sont complètement gratuits. Et puis encore une fois, des événements qui sortent de ce périmètre un petit peu urbain et qui offrent quelque chose de différent. On a aussi des événements intimistes, on souhaite à le rester. Donc à chaque fois, on accueille environ une centaine de personnes et ça permet une proximité avec les artistes qui est assez exceptionnelle. Les gens apprécient ça et c'est aussi pour ça qu'on a organisé plus d'événements cette année parce qu'on avait cette demande et on voit que le concept plaît et que les gens veulent de nouveaux événements à Osmosis. Lise Marmillot, co-organisatrice d'Osmosis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous et à très bientôt pour de nouvelles dates. Merci André. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. On se retrouve demain. Ciao, ciao.